Dans notre monde moderne actuel, on vit avec des avancées technologiques qui auraient semblé être de la sorcellerie il y a à peine 100 ans. Pourtant, malgré nos smartphones et smart cars, il y a encore des choses du passé qui restent vraiment mystérieuses. Jetons un œil à ces anciennes technologies qu'on est encore incapable de reproduire. Le pilotage des vagues. La technologie n'a pas toujours été faite d'écrans tactiles, de boutons et de LED. Technologie est un terme large qui englobe tout ce qui touche au transfert de connaissances et d'observation en cas pratique. La technologie du passé, c'était des produits chimiques de conservation, des médicaments à base de plantes ou même un ensemble de bâtons. Et la technologie de navigation du pilotage des vagues en fait partie. Dans cet art ancien des îles Marshall, des bâtons liés et des instincts aiguisés sont adroitement combinés. Créés il y a plus de 2000 ans, ces appareils étranges ont permis aux anciens marins des Marshall de naviguer avec une précision avec leur long voyage sans avoir besoin de voir leur destination. Mais sans boussole, sans utiliser les étoiles ou le soleil, comment faisaient-ils ? La technologie de pilotage des vagues a été rendue possible grâce à des graphiques en bâtonnets appelés Rebelib et la sensibilité acquise des habitants à l'océan. Pour apprendre cet art, les Marshallais naviguaient entre les îles les yeux bandés et se guidant avec des subtils changements du vent et des vagues. Une fois un pilote assez sensible à l'océan, le Rebelib le guidait pour les longs voyages entre les îles. Il comportait une série de bâtons de bambou incurvés et 2 coris attachés ensemble comme une carte. Les coquillages marquaient à peu près l'emplacement des îles et les bâtons, les vents et les courants océaniques. Aucune de ces cartes n'était à l'échelle, ni était destinée à l'être, ce qui rend leur utilisation comme outil de navigation encore plus impressionnante et mystérieuse. Le pilotage des vagues dépendait entièrement de la sensibilité de l'utilisateur à l'océan, de ses cartes mentales et sa capacité à interpréter ce mystérieux langage visuel. Donc, les cartes sont illisibles, sauf pour les pilotes de vagues qualifiés. Ces méthodes incroyables restent une énigme pour la science occidentale. Mais des efforts pour apprendre les secrets historiques des Marshallais actuels ont été lancés. Le physicien des particules de Harvard, John Huth, et d'autres scientifiques intrigués souhaitent utiliser une méthode scientifique pour étudier l'incroyable précision de ce système de navigation intuitif et indigène. Le savoir des insulaires reste un secret local peu partagé et semble devenir de plus en plus mystérieux. Les États-Unis ont utilisé la zone autour des îles Marshall dans les années 50 pour leurs essais nucléaires, déplaçant de nombreux insulaires. La montée du niveau de la mer en a poussé de nombreux autres à abandonner leurs maisons, les conditions s'aggravant de jour en jour. À cause de tout ça, tout espoir que des étrangers comprennent l'art du pilotage des vagues s'évanouit vite, avec juste une poignée de personnes connaissant les méthodes de pilotes de vagues. Et la baisse de la population, la compréhension et la réplication de cette tech étonnante semble de plus en plus improbable. L'ancien remède miracle. Largement apprécié des Européens de l'Antiquité classique pour sa large gamme d'utilisation, le silphium était une des plantes uniques qui intrigue encore les scientifiques. Décrite dans les récits grecs et romains antiques comme ayant des grappes de fleurs jaunes et des feuilles trapues. L'apparence de la plante était assez modeste, mais sa disparition est ce qui empêche les scientifiques de reproduire ces effets étonnants. Le silphium était très répandu dans la Grèce et la Rome antique, utilisé dans la fabrication d'assiettes, médicaments, parfums et bien plus encore. Même Hippocrate, le célèbre médecin grec, a loué ses utilisations pour soulager les inflammations. La plante, qui serait apparentée au fenouil géant actuel, aurait aussi été un des premiers médicaments contraceptifs et abortifs à avoir réellement fonctionné. En cas de besoin, ces Européens pouvaient aller au marché, récupérer leur silphium et être prêts à faire la fête. En fait, la popularité du silphium et son association avec la romance peut être observée dans plein de ressources anciennes, y compris des poèmes et des pièces d'argent représentant la graine. On pense que la graine de silphium était l'inspiration pour le symbole du cœur d'amour qu'on connaît. Malheureusement, l'utilisation généralisée de cette plante a conduit à sa disparition, même s'il y a un débat là-dessus. D'après certains scientifiques, la surexploitation ou le surpâturage est à blâmer. D'autres pensent que c'est peut-être parce que le silphium ne pouvait pas être cultivé, ce qui le rend non viable et non durable. Mais il en reste des descriptions et des dessins.
Aujourd'hui, on a un accès plus large à la contraception, mais très peu sont de nature végétale. Un contraceptif naturel comme le silphium, qui fonctionnait bien, avait peu d'effets secondaires et ne perturbait pas les hormones féminines. Donc, il pourrait vraiment être pratique pour les femmes d'aujourd'hui. Peut-être qu'on en trouvera un échantillon à cloner dans le futur. Mais il n'y a pas encore de chance. La transformation en pierre. 5 ans avant sa mort, en 1836, un Italien du nom de Girolamo Segato a découvert comment pétrifier les animaux et les corps humains. La pétrification est le processus par lequel les matières organiques qui composent les êtres vivants sont remplacées par des minéraux, transformant la matière organique en fossile. Si ça peut prendre des millions d'années pour se produire naturellement, le processus de pétrification de Segato est la seule technique connue pour pétrifier artificiellement et vite les corps humains. Le secret du processus a été perdu à la mort de Segato, car le mépris du public l'aurait conduit à brûler ses notes. On sait juste que le processus de pétrification de Segato consistait à retirer autant d'eau que possible d'un corps. Ce manque d'eau aiderait le corps à se minéraliser, le rendant sec et durable. Son mystérieux mélange de minéraux remplissait sûrement les pores et vaisseaux, fossilisant une grande partie du corps. Et toutes les textures, couleurs et caractéristiques du corps restaient étonnamment intactes. Comment on sait ça ? La réponse est un peu dégoûtante. Segato a utilisé avec succès sa tech sur une tête humaine, la poitrine d'une fille et des petits morceaux de corps humain. Il a même créé une table en scagliola pour le grand-duc de Toscane Ferdinand III. Quand le duc a découvert de quoi était faite la table, il était apparemment pas très ravi. La nouvelle s'est vite répandue. Et beaucoup ont cru qu'il utilisait de la magie ancienne apprise lors d'une visite en Égypte. Si le débat sur la magie reste ouvert, il a étudié la momification égyptienne lors de son voyage. Les momies égyptiennes et artefacts pétrifiés de Segato sont différents. Mais des recherches sur l'Égypte pourraient révéler la source d'inspiration de Segato. En tout cas, si on veut savoir comment pétrifier les gens. Les gens à l'époque étaient dégoûtés. Donc, Segato n'a pas été reconnu pour ses progrès technologiques et scientifiques. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que cette technique reste perdue ? Dites-le moi dans les commentaires. La nanotechnologie ancienne. La coupe de Lycurgue est une pièce fascinante de l'art romain du IVe siècle, après Jésus-Christ, connue pour sa faculté inhabituelle à changer de couleur. La coupe apparaît verte éclairée par l'avant et rouge éclairée par l'arrière, ce qui en fait une merveille technologique de l'époque, déroutant les scientifiques pendant des années. La coupe de Lycurgue est maintenant considérée comme un exemple de l'ancienne nanotechnologie romaine. Incroyable mais vrai. Ces couleurs sont dues aux particules d'argent et d'or de 50 nanomètres de large dans le verre. Pour vous donner une idée de sa taille, un cheveu humain mesure environ 100 000 nanomètres de large. On ne sait pas si les particules ont été broyées et ajoutées au verre, ou ont été ajoutées accidentellement sous forme de résidus sur des outils, ou autres. C'est un mystère qui n'a pas encore été résolu. Accident ou pas, la science est vraiment derrière l'effet envoûtant de la coupe. Quand la lumière frappe les particules, une partie est absorbée, et le reste est réfléchi. L'angle auquel la lumière frappe la coupe modifie le rapport entre ces deux facteurs, modifiant les longueurs d'onde de la lumière qui la traverse. Ça fait changer la couleur, selon la position de la source lumineuse. Malgré nos progrès en nanotechnologie, on ne peut toujours pas reproduire cette coupe romaine énigmatique. On pourrait créer des versions similaires avec des méthodes modernes, mais ce serait pas facile. Et certainement pas la même chose que d'utiliser la méthode romaine authentique. Mais si on pouvait faire une vraie réplique, je boirais un bon vin dedans et prétendrais être un empereur. Jusqu'à ce qu'il me vire du musée, encore une fois. La musique des dieux. À la fin des années 1600, l'artisan italien Antonio Stradivari a construit des violons qui enchantent encore les musiciens d'aujourd'hui. Leur son et savoir-faire sont si appréciés qu'ils se vendent des dizaines de millions aux enchères, dont un pour près de 16 millions en 2011. Plein de musiciens affirment que ces violons sont supérieurs à tous les instruments modernes et que personne ne peut reproduire les Stradivari. Ce qui rend les Stradivarius si supérieurs sur le plan technologique alimente donc la spéculation.
D'après les scientifiques de l'université de Columbia, le climat du XVIIe siècle pourrait être responsable du thon Stradivarius. Le climat plus frais pendant les années d'exploitation du Stradivari a donné des arbres au bois plus épais. La forte acoustique des violents Stradivarius serait donc un résultat naturel de ces températures, rendant la reproduction quasi impossible sans les conditions météorologiques parfaites. D'autres sont pas d'accord, suggérant que le secret réside dans le traitement chimique du bois. Ou un vernis secret, dont les recettes ne sont connues que de Stradivari. Une autre explication suggère que les différences infimes dans les formes de violents Stradivari jouent un rôle dans la différence de son. La forme modifiée et structure des plaques avant et arrière pourrait en être le secret. Mais les répliques exactes n'ont pas toujours ce même son. Qu'il s'agisse d'experts en instruments qui entendent une différence qui n'existe pas vraiment. Ou d'une formule chimique ou géométrique secrète. On dirait qu'on n'arrivera jamais à répliquer un Stradivarius. Incassable. Notre connaissance de cette technologie énigmatique vient des travaux historiques de l'ancien savant Isidore de Séville, en plus des récits de Pline l'Ancien, Dion, Cassius et Pétrone. D'après Isidore de Séville, sous le règne de l'empereur Tibère, un artisan anonyme a inventé un type de verre unique. Ce verre était flexible et se brisait pas en cas de chute. L'artisan a présenté son invention à Pétrone, sous la forme d'une coupe de verre, et l'a jeté par terre devant l'empereur. Le verre est tombé au sol sans se briser. Puis l'artisan a sorti un marteau et a frappé la bosse qui venait de se former sur le verre, le remettant en forme. Pétrone a exécuté l'artisan, craignant que ce nouveau matériau déstabilise la valeur de l'or et de l'argent. D'après ses anciens historiens, il a entièrement effacé toute trace de son existence. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de recherches sur le verre souple pour plein d'usages technologiques. Des sociétés comme Corning ont même réussi à créer de fines feuilles de verre flexibles, appelées Willow Glass. Mais on n'a toujours pas recréé la légende romaine. On n'a pas encore créé de verre pouvant être façonné avec un marteau ou assez épais pour faire un bol. Si cette histoire est vraie, l'inventeur a peut-être créé un matériau que même la technologie moderne ne peut pas égaler. Ou alors, il a peut-être même inventé la première forme de plastique. En tout cas, on le saura sûrement jamais, vu que les objets en verre romain sont tous ultra cassables. Les cloches et piles. Personne n'aime plus avoir de batterie. Mais la solution peut se trouver dans un endroit très inattendu. La pile sèche de Clarendon, qui sonne depuis 1840, détient le record du livre Guinness des records pour avoir la pile la plus durable au monde. Activée à peine 40 ans après l'invention par Alessandro Volta de la première vraie pile. La pile de Clarendon alimente la cloche en continu depuis 179 ans. C'est un mécanisme assez simple, utilisant une force électrostatique alternative pour pousser une boule de métal dans les deux sens entre deux cloches. Elle fascine les scientifiques et chercheurs, mais ils ne peuvent malheureusement pas jeter un œil à l'intérieur. Son ouverture mettrait fin à l'expérience. Et les chercheurs sont impatients de voir combien de temps elle durera. Mais ils savent que c'est une pile sèche. Ces piles comportent des matériaux tels que l'argent, le soufre et le zinc superposés pour produire un courant électrique. Le mystère réside dans les métaux que la société de fabrication d'instruments Watkin et Hill ont choisi pour construire cette pile sèche. On sait que le soufre a été utilisé comme revêtement extérieur, mais c'est à peu près tout. Malgré les progrès scientifiques d'aujourd'hui, aucune de nos piles ne se rapproche de l'exploit de la pile de Clarendon. La cloche a sonné plus de 10 milliards de fois, ce qui est proche du nombre de fois que j'appuie sur le bouton snooze tous les matins. Alors, si vous le pouviez, quelle ancienne technologie vous créerez ? Il y en a d'autres qui vous fascinent ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.